Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec un certain Racing Man, un certain deuxième ligne, un certain éducateur de rugby. Il est là pour nous éduquer cette semaine sur tout le joli rugby qu'on a vu. Il s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas, mon cher Théo ? Quel incroyable scoop, hein. C'est vrai que vous n'avez pas du tout l'habitude de m'entendre dans ce pod, donc je suis très content d'être là pour la 132e fois, si je ne me trompe exactement, pas. Exactement. Donc c'est beaucoup de fierté, et puis surtout on n'est pas tous les deux tout seuls, et c'est pas notre cher Charlie qui est avec nous ce soir, mais c'est un invité surprise. Exactement, on est très content d'avoir avec nous le jeune Arthur. Arthur qui nous a gentiment, tous les deux, invités à son podcast à lui qui s'appelle Rugby Insights, allez le chercher, qui parle en fait de plein de matchs de cette dernière Coupe du Monde. C'était un vrai plaisir de parler en anglais pour moi donc, et en français pour toi, mon cher Théo. Donc, et j'aime bien les podcasts bilingues. Donc, bienvenue à toi, mon cher Arthur. Merci beaucoup Thierry et Théo. Moi, c'est en effet la première fois que je viens là et c'est vraiment un vrai honneur. Comme je le mentionne dans mon podcast, c'est vous en partie qui vous m'avez inspiré à moi commencer mon propre podcast pour originellement un projet de l'école et après j'y ai pris énormément de plaisir. J'ai rencontré plein de gens et voilà, grâce à vous, j'ai découvert un peu de ce que c'est d'avoir un podcast et la joie que c'est. Donc merci. Bah écoute, c'était un grand plaisir de to return the favor, comme on dit, de t'inviter ici à Pacte Pot. Alors, je profite aussi de ta présence, Arthur, pour dire à nos écouteurs, ceux qui nous écoutent, qu'Arthur fait partie de nos très nombreux auditeurs au Portugal, puisque c'est là-bas qu'il vit, bien qu'il parle un français parfait. Et puisqu'on parle de rugby et de Portugal, on signale, et on l'a dit dans notre avant-dernier épisode, je crois, que tu as fait une très belle saison qui t'a permis de décrocher le titre dans ta catégorie au Portugal, si j'ai bien compris, Arthur. Oui, c'est ça. Moi, je collectionne un peu les dédicaces chez Pack de Potes. Mais à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir, mon Théo. Et oui, en effet, avec le Direito, qui est le club de nombreux des joueurs de l'équipe nationale portugaise, on a réussi en sub-16, qui est ma catégorie, à être champions nationaux. Donc, c'est vraiment super. J'ai passé une super année auprès de mes coéquipiers et tout cela. Donc, vraiment génial. Bah, cool. Et tu joues quel poste, Arthur ? Après, on va parler du rugby français, mais ça nous intéresse quand même. Alors moi je joue arrière ou à l'aile. Je suis un peu polyvalent comme de nombreux joueurs de ce championnat que l'on va avoir l'honneur de discuter aujourd'hui. Et voilà, mais la magie du rugby n'existe pas que en France, elle est aussi au Portugal, elle est bien là et on est fiers de la représenter. Bon, avant de commencer, on va parler rapidement de mon cher Charlie, parce que j'ai passé un week-end que j'avais pensé qu'il aurait bien aimé. Je suis allé avec ma fille pour voir un concert de Alice Cooper. Et il faut dire que là, j'ai toujours les oreilles qui sonnent un petit peu après ce long week-end. Mais c'était un vrai plaisir. Il a dit, oulala, je suis jaloux. Donc voilà, on pense bien fort à notre Charlie. Si on parlait de notre plan d'épisode, on a plein de matchs. On va la faire tout de suite. Juste, n'oubliez pas de vous abonner ici à Pacte Pot, parce que le prochain épisode, on va parler, j'espère, de Sevens, en fait, avec Samuel Alert, qui est ancien joueur de Sevens, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir sur l'émission. Et bien sûr, comme vous savez, les Jeux Olympiques sont bientôt. Et donc, il va nous donner des scoops là-dessus. Mon cher Théo, je pense que je vais faire mon petit minute américaine à la fin, parce qu'on a trop de rugby à attaquer. On a tout le top 14 en ce moment. Et en fait, bien sûr, le final qui va arriver bientôt. On va revenir en arrière un petit peu pour parler de ce top 14 Access Match. Donc, si vous vous souvenez, c'était Grenoble qui était deuxième dans le Pro D2, qui est contre Montpellier, qui était, on va dire, avant-dernier dans le top 14. C'était Father's Day. Donc, je te souhaite, mon cher Théo, en delay. I hope you had a good Father's Day. Donc, franchement, un match incroyable. J'étais super surpris par les bris des fans grenoblois. Franchement, on dirait un stade de foot d'espagnol ou portugais, comme Arthur est là. Juste avant le mi-temps, il y avait un très bel essai avec un passe au pied pour donner le lead à Grenoble, 18-14. Et franchement, juste quelques minutes avant la fin, il y avait finalement Montpellier qui a pris le lead, 3 minutes à jouer. Mais franchement, un super rugby, ce match assez rugueux, très propre en même temps au niveau de technique, un vrai public qui appréciait vraiment de voir ce match en live, et c'est dommage qu'on ne va pas avoir des matchs de top 14 à Grenoble l'année prochaine, parce que c'est Montpellier quand même, heureusement pour eux on va dire, qui se tient en top 14. Ouais, Montpellier est passé quand même tout près de la correctionnelle, puisque ils sont passés devant au score en toute fin de match.
Ce match se passait à Grenoble, hein, puisque c'est la règle. Celui qui prétend monter de Pro D2 reçoit celui qui s'accroche au top 14 désespérément. Et c'est vrai que le public grenoblois a fait son boulot. C'était le 16e homme. Ils sont passés tout près. Je trouve que c'est très très cruel pour Grenoble, qui a fait une saison magnifique en Pro D2 en sortant des profondeurs du classement, puisqu'ils avaient extrêmement mal démarré et ils ont fait une fin de saison fantastique. Ça aurait été un couronnement assez top, et je dois dire que j'aurais pas été fâché que Montpellier descende, tellement ils ont fait une mauvaise saison et tellement ils dégagent rien, je trouve, de positif sur cette saison. Donc voilà, c'est la loi du sport. Sportivement, c'est un scénario qui plaide en faveur des ligues ouvertes, mon cher Thierry, puisque c'est voilà, sur le prêt qu'on vient défendre, voilà, les armes à la main, sa place dans la ligue. Je trouve ça assez beau quand même. Donc tant mieux pour les Montpelliérains, mais moi je suis triste pour les Grenoblois qui étaient passés tout près en finale, qui ont perdu de peu contre Vannes. Et c'est vrai que c'est quand même une très très grande ville de rugby. Donc on espère qu'ils reviendront l'année prochaine en top 14. Oui, moi si je peux donner mon avis, moi je trouve que ce match était vraiment très intense. C'était un match, même si c'était l'access match, on a entendu certaines opinions de certaines personnes qui disent que bon, c'est pas les barrages, c'est pas les demi, on s'en fiche un peu. Mais en fait, ce match a prouvé qu'il peut être tout aussi intéressant et tout aussi heureux et une fête de rugby tout autant que les quarts et les demi et même la finale de top 14. C'est marrant parce que le rugby qu'on a vu j'ai trouvé de Montpellier ressemblait plus à une équipe de Pro D2. C'était leurs 2 premiers essais sont assez cafouilleux, ils ont un peu de réussite, il y a des faux rebonds, des trucs comme ça, alors que le rugby qu'on a vu de Grenoble, j'ai trouvé, était plus organisé. Ils ont fait un essai exactement, ils ont eu un essai sur un beau coup de pied transversal, un essai sur un maul d'école. Franchement, c'était du très beau rugby des 2 équipes, mais vraiment agréablement surpris par cette équipe de Grenoble qui a su vraiment montrer son niveau et passer à rien d'une saison en top 14. Bah en fait, la bonne nouvelle d'avoir quand même Montpellier dans le top 14 l'année prochaine, c'est qu'ils vont avoir Stuart Hogg, en fait, qui revient de sa retraite de rugby international, en fait, pour jouer pour Montpellier. Bon, on va parler de ça l'année prochaine. Allez, on va passer rapidement à la première carte finale. C'était Toulon contre La Rochelle. Moi, franchement, j'adore l'accent de Romain O'Gara, en fait, en français. Je trouve ça vraiment chouette, qui fait l'effort de parler en français, super français, je trouve, pas mal pour un gars qui parle depuis longtemps. Il y avait Antonio Skelton, Andrit, Doulin. Doulin qui a quand même, la dernière fois qu'il a gagné le bouclier de Brennus, Hollande était président, il était avec Castres à l'époque, Doulin et pas Hollande. Allez, on commence avec un Toulon peut-être un peu surprise cette année, je trouve, mais quand même, ils ont Serein, Garbassi, donc en 9-10, Jaminet, Villiers, Olivon et Gros, qui sont les 2 patrons, on va dire. J'ai pensé que le Pilou, en fait, peut-être il paye jamais une bière, là, à Toulon, je pense. Allez, le match va très vite. Astoy qui va marquer le premier essai après un joli fin de passe. Mais Toulon reste collé dans le match, 10-12 grâce au pied de Jaminet. Toulon, pas mal en défense, je trouve. Ils attendent la première passe après le rock qui va toujours à Tonio et il est attendu avec quelques grands mecs pour le plaquer. Deuxième essai toujours pour Stade Rochelet. Soutoni avec un 50-22 qui très vite joué. Astoy donne très gentiment le ballon d'essai à Leeds, 17-12. Encore un autre essai là par Favre et par un jeune Oscar, 34-15 finalement. Ce match est largement en faveur de La Rochelle. Jusqu'à l'énorme Scatten va faire un petit carton jaune et finalement un double carton jaune. Mais même si Toulon a 2 mecs de plus, ils ne vont pas réussir à se remettre dans ces matchs. C'est La Rochelle largement qui vont gagner 34-29. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Thierry. Je veux dire, Toulon était vraiment une équipe qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là cette année. Ils ont fait des recrutes notamment pacifiques. Moi, j'avoue que tous leurs noms de famille, je les confonds tous. Mais bon, ils vont tous très vite. Ils sont tous très forts. Et c'était un plaisir de les voir jouer. On a retrouvé nos Rochelais que l'on aime toujours autant. Avec toutes leurs stars et leur beau jeu très axé sur les avants et très défensif. C'était un match serré, mais La Rochelle qui passe en demi contre Toulouse du coup. Oui, moi j'ai eu l'impression quand même que La Rochelle était au-dessus. Je pense que d'une certaine manière, Toulon
Peut-être que comme nous, ils étaient surpris eux-mêmes de finalement être dans les 6 parce que ça a été très incertain pendant toute la saison. Et je pense qu'ils sont un peu passés à côté de leur match face à une équipe de La Rochelle intraitable qui montre que bien qu'elle ait été défaite en finale de Coupe d'Europe, elle reste double championne d'Europe il n'y a pas longtemps. Et donc ça reste une équipe dangereuse, solide et face à laquelle on ne peut pas se permettre de faire un demi-match. Ils ont été trop distancés au score pour pouvoir gagner. Et ça prouve que La Rochelle reste une grande équipe. Allez, on va passer à Racing à Bordeaux. 6-6 dans les premières minutes. Bordeaux qui a l'air plutôt en forme. Premier essai pour les Bordelais. Racing montre un tout petit peu de vivacité, mais beaucoup trop de fautes par les Racingmen, notamment les deuxièmes lignes, je trouvais en particulier, mon cher Théo. Et l'énorme pilier Big Ben de UBB, il se blesse. Peut-être ça va changer quelque chose. Essai de Racing, mais il faut 5 minutes pour dire que c'était un en avant. L'arbitre vidéo qui ne semble pas d'accord du tout avec l'arbitre sur le terrain, c'était assez drôle. Bordeaux va ajouter un essai avant le mi-temps. C'est le talonneur Lamotte. C'est un nom qu'on va entendre plus tard. Deuxième mi-temps, ça chauffe un tout petit peu entre ces deux équipes. Les Racingmen toujours fautifs. Louis Bielbarré, c'est notre Louis Rhys-Zamet à nous. Boros, il va faire le boulot. Ce match sans plier. Max Spring va marquer grâce notamment à une belle course de Tristan Tedder. Mais Bordeaux 31, Racing 92-17. Ouais, ce match, franchement pas convaincant, j'ai trouvé. On n'a pas vu le meilleur rugby des deux équipes. J'ai trouvé que c'était assez brouillon des deux côtés. Mais bon, Bordeaux, avec leur ligne de 3/4 absolument phénoménale, a su faire la différence. Je trouve que franchement, même si à la maison on aime bien le Racing, etc., c'est pas une équipe qui fait rêver en fait. On a l'impression que c'est un peu le PSG du rugby, si vous me comprenez. Ils recrutent beaucoup de grands joueurs, notamment Tuisova. Moi, honnêtement, Tuisova, je l'ai pas vu. Alors que quand il jouait pour les Fidji à la Coupe du Monde, on se demandait s'il y avait un joueur dans le monde qui était meilleur que lui, évidemment. Bref. Et voilà. Évidemment, avec l'arrivée d'Owen Farrell l'année prochaine, on se demande si ça va changer. Gibert, qui a été pris en équipe de France, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'il était le coéquipier de Nolan Le Garrec? C'est vrai qu'il fait une première partie de saison plutôt bonne, mais là, quand il faut performer, il ne performe pas. Voilà, les taux de remplissage de la Défense Arena sont un des plus bas du top 14. Le Racing, on les aime, mais c'est pas une équipe qui fait rêver. Et même s'ils arrivent à se qualifier difficilement, même miraculeusement cette année, voilà, on espère qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont trouver des solutions. Bon, je voulais te chambrer, Théo, mais je pense qu'il a fait pour moi. Oui, là, merci Arthur. Comme ça, le Racing peut retourner dans sa boîte. Là, ils sont rhabillés pour l'hiver. Mais attention, j'adore le Racing. J'adore le Racing. Nous, à la maison, on supporte le Racing. Mais honnêtement, c'est ce qu'on a ressenti. On aime bien le parler vrai au pack de potes. Et en fait, ce que tu dis est totalement vrai. Le Racing, aujourd'hui, est une équipe complètement perdue, qui fait de très belles choses par à-coup, et qui a des belles couleurs, et qui a une histoire, et qui a pour elle d'avoir toujours réussi à rejoindre les 6 depuis sa montée en top 14, et c'était en 2010. Et ça, c'est quand même une belle performance. Et cette année, ils ont été se le chercher. Le point de bonus défensif à La Rochelle, il fallait aller le chercher. La Rochelle avait beaucoup à se faire pardonner. Ils auraient très bien pu en prendre 50. Ils ont passé ce tour. Ils ont été en barrage. Et la vérité, c'est qu'en barrage, il n'y a pas eu de match. Ils ont pas existé. 34-17, c'est bien payé. Mais cette équipe est quand même marquée par l'absence de Nolan Le Garrec qui est blessé, qui est quand même un petit peu son maître à jouer depuis quelques semaines et quelques mois. On s'entête à faire une place au centre pour Henri Chavancy, que j'adore, mais qui a 36-37 ans. La question, c'est quand est-ce qu'il va mettre le costume de manager de cette équipe? Et je pense que c'est une équipe qui a besoin d'un mec comme ça, beaucoup plus maintenant en coulisses que sur le terrain. Et quand on met Chavancy au centre, on est obligé de mettre Tuisova à l'aile. Et Tuisova, il fait 115 plombes. Il a été blessé pendant 6 mois. Et pour moi, il faudrait qu'il joue premier centre, qu'on lui file la balle et qu'il défonce le machin, et que ça ressemble à quelque chose. Aujourd'hui, cette équipe ne fonctionne pas. Elle marche à l'envers, elle manque de leader. Quand il y a des moments clés, elle se trouve, elle fait des belles choses. Elle a été chercher sa qualif, mais c'est tout. Et tu parlais de l'arrivée d'Owen Farrell, moi je suis très inquiet, parce que le Racing est une équipe qui n'est pas très aimée en France. Et qu'est-ce qu'on trouve comme super idée? D'aller chercher le mec le plus détesté de France
par le rugby en général et on va le mettre en titulaire. Donc déjà qu'en général on nous aimait pas et maintenant on va nous détester et nous traiter d'anglais avec Lancaster à la tête. Bon, bref, on pourrait en parler longtemps, mais je pense qu'il y a une vraie interrogation sur ce que devient cette équipe sous l'égide de ce staff. Et encore une fois, les dirigeants de ce club qui ont été visionnaires et qui ont été extraordinaires et qui ont repris ce club de nulle part, puisque quand j'y jouais moi il y a très longtemps, il a failli disparaître, faut être clair. Pour moi, aujourd'hui, ils font un petit peu fausse route sur la gouvernance et sur les choix humains. J'espère qu'ils me feront mentir le plus vite possible. Bah écoute, je pense que peut-être pour faire passer la pilule de Owen Farrell, il peut embaucher Joe Marler. Ça nous fera un plaisir ici à Pacte de Potes. Exactement. Au moins qu'ils prennent un anglais que tout le monde adore en France. Putain, c'est pas possible. Allez, on va passer pour les demi-finales. On va démarrer avec Toulouse-La Rochelle. Les premiers points sont pour Toulouse. Mais First Blood, le premier essai, c'est pour La Rochelle, 7-3 à Bordeaux. Mais Toulouse n'a pas vraiment peur. Et en 2 minutes chrono, ils sont déjà chez les Rochelais avec Dupont et Ramos qui sont pas loin de marquer. Jack Nolan va faire un petit bêtise pour les Rochelais et Dupont va profiter directement avec un joli service pour The King of Horns, Blair Kinghorn. 10-10. Le jeu de main des Toulousains commence à rouler. Dupont va servir l'allié argentin Malia. 15-10 pour Toulouse, mais La Rochelle, c'est pas fini. Adrit va marquer avant la mi-temps, ça fait 15-20. Maintenant, ils sont à 14 parce qu'un plaquage haut, question mark, par Antonio. Pour le rouge et noir, c'est un très joli essai collectif des arrières et ballon va finir dans les mains d'un avant pour un essai, ça c'est assez rare, mais finalement c'est annulé avec un avant. Mais pas grave parce que Malia va marquer un doublé. Et tout de suite, Choco Barrez va faire, je trouve, le geste du match avec un contre sur le coup de pied de Doulin et qui va marquer l'essai tout de suite après. Donc c'est dur pour les Rochelais, 29-20 pour Toulouse maintenant. Quand même un temps fort pour La Rochelle avec quelques séquences jusqu'à Marchand et Wardy montent un peu de tension, un peu trop. Et chacun reçoit un carton, mais celle de Wardy est plus lourde, rouge pour un zidanesque coup de tête dans le visage de Marchand. Donc 39 pour Toulouse, 23 logique. Dommage car un début de match assez sympa. Oui, j'ai trouvé que ce match était assez beau à voir. Honnêtement, les deux équipes se sont battues. On a eu une première mi-temps extrêmement serrée. Les arrières de Toulouse sont beaucoup mieux rentrés le match. Dans le match, j'ai trouvé que ceux de La Rochelle, on note notamment un coup de pied complètement raté du 9 Rochelais, mais le 50-22 trouvé par Thomas Ramos est tout simplement magistral. Thomas Ramos qui fait une entrée très dynamique, il apporte beaucoup d'initiative. La touche a été complètement dominée par La Rochelle sur la première mi-temps, ils se font enfoncer sur les mauls partout et on sent que le paquet d'avant domine le paquet d'avant toulousain, ce qui montre l'importance des avants, car les Rochelais sont devant. Un petit mot pour Antoine Dupont quand même, enfin je veux dire, quel joueur, dès qu'ils sont dans la zone de marque, il met du rythme, il prend des bonnes décisions, le petit coup d'œil vers l'aile de Kinghorn, on a l'impression qu'il survole le jeu, il sait exactement quoi faire, il fait des 50-22, il met des passes laser, il met je crois 4 ou 5 plaquages dans le match, dont des importants. Malheureusement, vient ce carton rouge pour Antonio. Les Rochelais qui se sont pris un bon petit 14-0 sur les 10 minutes qui suivent. Je pense que Wardy est assez à l'image de cette équipe du Stade Rochelais, dominant sur le début de match, mais incapable de garder son sang-froid quand piqué à vif, notamment sur la mêlée où il a son accrochage avec Marchand. C'était une mêlée qu'il venait de perdre, où il venait de prendre une pénalité, et du coup, piqué à vif, il est incapable de garder son sang-froid. 2 cartons rouges à ce niveau-là, c'est tout simplement jamais vu dans une demi-finale de top 14. C'est évidemment, comme tu as dit, TK, très logique qu'ils aient perdu et succombé sur la fin de match, parce que jouer à 13 contre 15, c'est tout simplement impossible. Oui, Arthur, tu as tout dit, je te félicite pour cette analyse, parce que du coup, moi, j'ai plus grand-chose à dire, tellement c'est bien fait et bien dit. Je précise simplement qu'effectivement, l'exclusion temporaire aussi de Jack Nowell en première mi-temps a eu des conséquences funestes, puisqu'ils ont aussi pris 2 essais à ce moment-là, les Rochelais. Ils ont réussi à revenir à tenir le match avec un paquet d'avant qui est exceptionnel, mais qui a aussi été exceptionnellement fautif avec ces 2 cartons rouges qui, évidemment, tuent complètement le match. Donc, il y a eu 2 matchs. Une première mi-temps très disputée. Un Stade Rochelais qui avait gardé la main sur le match. Et au moment où Antonio refuse de se baisser, fait plaquage dans la tête, et derrière Wardy qui rajoute sa couffe à lui, là, d'un seul coup, cette équipe devient totalement quelconque et n'a plus sa place, en fait. Donc, c'est triste, c'est cruel, et c'est un peu comme leur saison.
Mais Théo, j'avais une question pour toi, parce que bien sûr, dans différentes, je sais pas, Facebook ou WhatsApp qu'on a tous de nos fils de rugby, il y avait plein de gens qui se mettaient vraiment sur les avants, à dire ouais, c'est n'importe quoi. Ok, mais je pense que je comprends, oui, ils devraient être dans la maîtrise de tout, mais en fait, quelque part aussi, c'est des gens qui sont embauchés pour être guerriers pendant 80 minutes, d'aller aux limites de la violence, et oui, je n'excuse pas, un coup de tête, ça c'est bête. Mais en fait, quelque part, je trouve parfois le public, peut-être, on oublie que quand même, les gars, ils sont là sur les premières lignes en train de se battre, et c'est pas juste serrer les pattes, en fait, tu vois, c'est pas juste faire du ping-pong. C'est quand même, comme tu dis souvent, Théo, un sport de combat collectif. Est-ce que tu peux juste mettre un mot pour peut-être des gens qui n'ont pas joué, peut-être ils ne sont jamais mis la tête dans le mêlée. Comment tu gères ce niveau de violence, mais maîtrisé? Ben, moi, je le gérais assez mal puisque j'étais souvent sanctionné. Donc, je pense que c'est la différence entre les joueurs moyens et entre les joueurs quelconques, les joueurs moyens, même les bons joueurs et les grands joueurs. Je pense que, regarde justement, Cyril Bay, il n'a pas pris de carton rouge. Hein, pourtant, il est en face, il est dans le même match, il a le même enjeu, il est mené même à un moment, la 43e, et c'est pas lui qui prend un rouge. C'est Antonio qui se maîtrise pas à ce moment-là, c'est Wardy derrière qui se maîtrise pas. Donc, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on demande aux joueurs aujourd'hui, qui est une compétence supplémentaire, qui est parmi les plus difficiles. C'est d'être à la fois totalement dans le combat et à la fois totalement responsable de la santé de ses adversaires, au travers notamment de ces histoires de choc à la tête. C'est une nouvelle règle, mais c'est une compétence. Et je pense que si on regarde le classement des joueurs les plus sanctionnés, les moins sanctionnés, etc., on ne sera pas étonné. Il y a aussi des très grands joueurs, et les très grands joueurs qui sont ceux qui se maîtrisent le mieux. Et je pense que par rapport à mon expérience à moi, c'est évidemment à des années-lumière parce que ce sport a encore beaucoup changé et pour le bien de la santé des joueurs, à mon sens. Quant à savoir si Uni Antonio est un très grand joueur, on le sait et c'est une certitude, mais il est aussi grand par la taille, oui. Et donc c'est encore plus dur pour lui parce qu'il faut qu'il se baisse. Et donc on lui demande d'être un géant qui a l'épaule basse. C'est l'histoire de la vie en fait. Hein. C'est la même chose. C'est être rapide, mais il faut se hâter parfois lentement, voilà, pour pas faire la boulette de trop que la précipitation nous amène à faire. Bah écoute, merci pour cette réponse. J'aimerais bien revenir un autre jour sur toi, ton carrière, et comme tu disais, si tu n'étais pas le meilleur à ce niveau-là, j'aimerais bien aller un peu plus en détail. Mais là, on a encore d'autres matchs à parler. Allez, maintenant, on va passer à Stade Français UBB. On a parlé de la motte, tiens, il est un peu partout dans ce match aussi, surtout au début. Il va provoquer un pénalité, il court avec le ballon et à 16 minutes, c'est lui qui va mettre le premier essai. Et il aime tellement faire ça, il va le refaire 4 minutes plus tard. Voilà, on est à 17-3. 10 minutes plus tard, c'est Stade Français qui va en marquer. Pas un autre point pour le premier mi-temps, mais c'est 17-10. Deuxième mi-temps, second va rater un joli drop, malheureusement. Dans un moment fort pour UBB, Penaud va se débarrasser de son joueur en face et servir en troisième ligne pour un joli essai, 22-10. UBB à 55 minutes, mais le match n'est pas fini. Les Soda Roses reviennent à la charge, 22-15. Et voilà, dans le overtime, dans le money time, un autre essai des avants, mais pour pauvre Joris, en fait, il va rater la transformation poteau extérieur. C'est UBB qui va passer en finale pour la première fois, 22-20. Quel match! Je veux dire, on a assisté à un vrai film. C'était le suspense ne pouvait pas être plus à son top. Pour revenir sur le début du match, je veux dire, on sent qu'il y a déjà un petit peu de manque de confiance chez le Stade Français. Enfin, c'est des petites choses, hein, mais c'est l'accumulation, une pénalité ratée, un coup de pied direct en touche, une autre pénalité concédée, un en avant sur un rattrapage de chandelle ou de coup de pied, ce qui donne une mêlée intéressante à l'UBB, etc., etc. Bon, c'est des petites choses, mais qui s'additionnent et qui enlèvent à la confiance du Stade Français dans ce début de match. On peut noter aussi une grosse domination des avants du côté de l'UBB, surtout sur le début de match. 2 essais sur ballon porté, un doublé de notre bon vieux Maxime Lamotte. L'UBB met aussi beaucoup plus la pression défensivement. On sent qu'ils ont très envie, même à prendre des risques. On se souvient de l'année dernière, la finale top 14, où
où je crois que c'est Leeds, Rochelet qui tentent la même chose sur Romain Tamac et ça paye pas. Mais là, sur ce match, j'ai trouvé que ça a payé, cette rush defense, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, quand je connais pas les termes exactement en français parce que je joue au rugby au Portugal. mais c'est quand la défense monte en pointe et je trouve que les Bordelais ont très bien exécuté ça. Je sens on sent qu'il y a vraiment une mi-temps divisée en deux parties. Il y a une domination de l'UBB, puis une domination du Stade Français. Et je sens que Rory Cocotte est vachement à l'image de ça. Nous pouvons voir en début de première mi-temps, il s'énerve, il provoque des pénalités, il n'est pas dans son match. Et après, en fin de première mi-temps, j'ai trouvé qu'il était plus calme, il arrivait à prendre les bonnes décisions, à ouvrir le jeu quand il fallait. 4 touches perdues côté UBB en première mi-temps, c'est beaucoup trop. Ça marche pas à ce niveau-là. Voilà, pour la première mi-temps, on peut voir aussi grâce à nos bons vieux amis chez Canal+, ils ont mis un micro sur le maillot de Nicolas Deporter. C'est un peu la mode, on fait ça un peu sur tous les sports, en NBA aussi j'ai vu ça, enfin, c'est assez intéressant et grâce à ça on peut voir vraiment le leadership qu'il a dans cette équipe. Faut dire qu'il est deuxième centre, donc c'est un peu le patron de la défense au rugby, c'est celui qui doit communiquer beaucoup, qui doit gérer, mais on voit qu'à seulement 21 ans, on rappelle que l'année dernière il était champion du monde avec l'équipe des moins de 20 ans, Nicolas Deporter a vraiment un rôle très important dans cette équipe de Bordeaux, équipe en général assez jeune. Ouais, moi je suis bien d'accord avec toi, Arthur, sur beaucoup de choses très justes. Je suis d'accord sur le remarquable potentiel de Nicolas Deporter. Hein. C'est presque un joueur sur qui on avait fondé de gros espoirs au tournoi Destination, qui a un peu déçu, mais n'oublions pas qu'il est si jeune et je pense que on n'a pas fini d'en entendre parler, je te rejoins tout à fait. Moi, je dirais simplement, quand on regarde la feuille de match, le compte-rendu, et qu'on voit plusieurs choses. On voit que cet essai dans les arrêts de jeu, avec cette transformation dramatiquement ratée qui évite malheureusement pour les Parisiens l'égalisation, c'est 80 plus 5. On voit aussi que ce sont les Bordelais qui ont marqué, qui ont pris le score et qui l'ont tenu. Et comme disait Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Hein. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. La tortue, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle prend le score et c'est la tortue béglaise. Hein. C'est l'ancien surnom des Bordelais. Et puis derrière, le Stade Français, il a des flèches, il a des capacités, il a du mental, il a failli revenir. Mais malheureusement, là aussi, comme le dit la fable, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Voilà. Je pense que c'est l'histoire de ce match. Il faut prendre le score au rugby. C'est comme à la belote. Il faut jouer maître. Voilà. Et je pense que on a souvent des retournements qui sont des histoires magnifiques. Et peut-être même les plus belles victoires sont les victoires retournées. Mais en revanche, statistiquement, plus on prend le score, plus on a de chances de gagner. Ça, c'est quand même très clair parce que ça fait beaucoup pour la confiance. Maintenant, on va parler de la finale après. Je ne sais pas si on en parle tout de suite, Thierry. Est-ce que cette équipe de Bordeaux est capable d'aller battre l'ogre toulousain ? Je pense que c'est la grande question. Et en même temps, c'est un défi titanesque et magnifique. Ça, un autre jour, mon cher Théo, il faut que tu m'expliques aussi, parce que Bordeaux, c'est quoi, la 4e ville le plus grand, on va dire, en France, un truc comme ça. Et en fait, c'est la première fois qu'ils vont en finale. Je trouve ça dingue, tu vois. Et, genre Marseille, ils ont pas une équipe de rugby à Marseille qui peut aller non, dans mais le ça, top 14 on pourrait parler de la géographie rugbystique pendant des heures. Aussi au niveau de finances. C'est la première fois parce que... Non, mais depuis l'Union, oui, c'est ça. Voilà, l'Union Bordeaux-Bègles, c'est un club plus récent, mais qui a succédé à Bègles-Bordeaux-Gironde, le CAB-BG, qui était l'équipe de Moscato, 3 champions de France en 91. Et avant, il y avait le Stade Bordelais, qui était aussi le grand club de la ville de Bordeaux dans les années 50, etc. Donc, il y a toujours eu une tradition de grandes équipes à Bordeaux, toujours eu des grands joueurs issus de Bordeaux, mais il n'y a pas eu la longévité d'un club comme celle du Stade Toulousain ou du Racing Club de France. Il faut bien que le Racing ait aussi quelque chose de bon dans cet épisode. Donc, voilà. ok, bon, il faut un petit cours d'histoire sur le rugby bordelais. Donc, ça nous mène à un final qui est Toulouse contre UBB à Marseille, il me semble. Oui, c'est à Marseille parce que les Jeux Olympiques se préparent effectivement à Paris.
Donc c'est superbe parce que le Vélodrome est aussi un très beau stade de rugby. On a souvent eu des très grands matchs au Vélodrome et je pense que ça va être magnifique. Voilà, ça va être magnifique. Moi j'y crois. J'y crois pour Bordeaux, même si ils sont pas du tout favoris. Je pense que c'est aussi dans ces matchs-là que peuvent se révéler des destins, des grands destins. Ils ont fait venir Damien Penaud l'année dernière, qui a fait un très bon début de saison. Là, ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas marqué. S'il sortait là de sa boîte, on sait ce que peut faire ce joueur, qui est un joueur extraordinaire quand il est dans un grand jour. Et les grands joueurs sont là dans les grands matchs. Donc, moi, j'attends beaucoup de Damien Penaud, de Porter. Il ne faut pas oublier qu'ils ont une équipe très solide. Lucas est très costaud. Donc, j'y crois. Mais évidemment, Toulouse arrive avec ses galons de maréchal et son bâton et puis tout. Donc, ils font peur. Et j'avais oublié de dire que c'est dommage aussi que Jalibert soit blessé. Ça serait vraiment intéressant, ce parti le coup Jalibert contre Dupont et Ntamak, ça peut être pas mal. Et toi, Arthur, et d'ailleurs, je voulais dire un petit coucou à Cyril Bay. Il s'est bien blessé, donc il s'est déjà fait une opération sur sa jambe. Donc j'espère que ça va mieux pour lui. Arthur, tu es le même avis que notre poétique Théo qui croit dans tous les destins de UBB? Moi, je trouve que on va assister à une des plus belles finales des années récentes. Évidemment, l'année dernière, la barre a été placée très haute avec ce finish fantastique entre Toulouse et La Rochelle, on s'en souvient très bien. Mais quand on regarde purement la feuille de match des deux équipes, on se dit il ne peut que y avoir du spectacle. Et moi, en termes de pronostic, bien même si l'ogre bordelais, qui est un enfant ogre, mais qui est quand même un ogre, va sans doute se révéler. Moi, je crois en Dupont, parce que moi je pense que Dupont est bien sur le chemin de devenir le meilleur joueur, incontestablement le meilleur joueur de tous les temps de ce sport. Bien qu'il faut quelques titres internationaux pour le confirmer à 100%, je pense que vraiment, il ne sait s'arrêter. Depuis qu'il fait du Sevens, ça a ajouté une toute nouvelle dimension à son jeu. Et voilà, je pense que Toulouse est encore un cran au-dessus, la marche de trop. Je crois en Dupont, je pense que ça va être un slogan politique, si Dupont un jour il veut faire du politique. Mais on n'est pas là pour ça. On continue un peu avec notre rugby, parce qu'on a parlé de Stuart Hogg qui va venir à Montpellier l'année prochaine. En fait, il y a Mako Vunipola aussi de l'Angleterre qui va aller à Vannes, mon cher Théo. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Vannes. Après, on sait que tous ces joueurs qui arrivent un peu en fin de carrière dans le championnat de France pour prendre des contrats quand même assez bien juteux et rémunérateurs, ils ont des succès qui sont quand même assez variés. N'est pas Daniel Carter qui veut quand même. Il y a beaucoup de succès loin d'être prestigieux. On voit cette année que Colissi, bien que ce soit un garçon absolument incroyablement charismatique et qui a quand même fait ses matchs, il n'a pas apporté ce truc de plus au Racing. Et il y a un certain nombre de joueurs qui viennent dans le championnat de France un peu quand même pour prendre une retraite médiatico-sportive au pays du rugby. Bon, je doute un peu et je pense pas que ce soit avec Stuart Hogg que Montpellier va changer la donne et renverser la table. Je pense qu'ils ont à reconstruire quelque chose de beaucoup plus profond que ça. En fait, je me souviens bien, il y avait Baptiste Pesanti qui disait des nouveaux aides, ils aimaient bien venir en France pour goûter le vin rouge. Donc, en parlant de ça, d'ailleurs, il y avait Sam Whitelock qui est parti jouer avec des Barbarians. Et une sacrée équipe de Barbarians. Il y avait Vakatawa, Fiku, Johnny May, Danny Kerr, Sinclair, Whitelock, Zach Mercer. Donc, c'était cette semaine dernière, contre Fidji. Les Barbarians qui ont bien gagné dans un match. J'aimerais bien voir un match de Barbarians on live. Je pense que ça va être sympa. Ils ont bien gagné 45-32. Moi, j'aimerais bien parler rapidement de notre nouveau équipe de France, si on peut le dire comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qu'on ne connaît pas forcément, on n'a jamais vu sur l'équipe de France. Le tournoi de l'équipe de France en Argentine va démarrer très bientôt, donc ça va démarrer le 6 juillet. Après, c'est contre Uruguay le 10 et le 13 encore contre Argentine. Donc pour ces 3 matchs, l'équipe de France a mis en place un tout nouveau équipe, on peut le dire comme ça, avec beaucoup de nouveaux têtes. Arthur, est-ce qu'il y a un nouveau tête ou deux qui te parle en particulier? Oui, moi je suis très excité, je sais pas vous, mais pour ce
cette tournée d'été. Je trouve que c'est toujours une super manière de voir les jeunes, voir ce qu'ils peuvent faire en équipe de France, de donner des chances, parce que il faut aussi ça en équipe de France. Il faut les anciens, il faut les tauliers, mais il faut aussi donner des chances. Moi personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé Émilien Gaiton. Il a une sélection, je crois, c'était contre l'Écosse l'année dernière en match de préparation à la Coupe du Monde, cette fameuse remontada où on menait 21-3 à la mi-temps et on se fait remonter, mais comme jamais, en deuxième. Et je trouvais qu'il avait bien joué et qu'il avait été un peu sorti du groupe. Il n'était pas revenu pour le tour à destination. Bon, après, je suis pas sélectionneur, mais j'avais trouvé ça un peu sévère, étant donné qu'il avait quand même été meilleur marqueur de top 14, etc. Et du coup, je suis très content de le revoir cet été en équipe de France et très heureux de voir et de pouvoir voir ce qu'il peut faire. Gaëton est un joueur formidable, hein. Il a 20 ans, lui aussi champion du monde du vin. À la section paloise, il a fait une très belle saison. Gaëton Deporter, c'est probablement la paire de centre peut-être de la Coupe du Monde 2027, quoi, hein. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est top de voir arriver ces joueurs-là. Il faut qu'ils emmagasinent de l'expérience internationale, des matchs en bleu, et c'est essentiel. Je trouve intéressant, il y a beaucoup de noms à 20 ans ou 19 ans. Hugo Oradou. Hugo Oradou, fils de David Oradou, hein, qui était en équipe de France dans les années 2000. Baptiste Genot, donc je suis content pour cela parce que j'aime bien le voir jouer à Clermont. Gaëtan t'en a parlé. Un certain Daoniviku aussi. Et un Théo, il y a un Théo Atisogbe. Oh là là, excuse-moi pour la prononciation. Atisogbe. Il y a quand même des messieurs qu'on connaît déjà. Baptiste Cuyou par exemple, Melvin Jaminet qui a 19 sélections et dans ce groupe-là, 19 sélections, c'est beaucoup. Baptiste Sarin, c'est quand même le papa avec 44 sélections à 30 ans. Arthur Vincent, moi personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je suis content de le revoir sur l'équipe de France. Il y a aussi Bamba et Gros. Et Baptiste Pesanti qui a été invité et ici à notre émission Pack de Potes. N'oublions pas que c'est aussi une revue d'effectifs, hein, une tournée comme ça. C'est une année post-Coupe du Monde, donc il y a un certain nombre de joueurs qui sont sur le pré depuis le mois de juillet l'année dernière, qui ont fait la Coupe du Monde, toute la saison derrière, la Coupe d'Europe, le Championnat de France, etc. Donc les cadors de l'équipe de France, ils sont pas là. C'est normal dans ce genre de tournée, et c'est comme ça qu'on doit emmagasiner de l'expérience et emmagasiner quelques sélections. Et ce qui est chouette aussi, je trouve, pour le rugby en général, le rugby français pour le top 14, c'est vraiment bénéfique. Parce que je me souviens très bien de ce tournoi en Australie, je pense que c'était, où il y a d'un coup, on a vu Villiers pour la première fois, Baptiste, Pesanti, Félix, tu vois, les deuxièmes lignes, là, Rousse qui joue pour le Loup. Et c'était un vrai plaisir de découvrir les joueurs comme ça. Et je pense que voilà, ça me donne plus de plaisir de les retrouver en top 14 aussi. Donc je pense que c'est une bonne chose, pas juste pour l'équipe de France, mais pour le rugby français en général. Ces tournées, c'est aussi parfois des bâtons de maréchal, comme on dit, hein. C'est-à-dire que c'est une manière de féliciter peut-être des joueurs pour leur carrière. On voit que le joueur du Stade français qui vient d'être éliminé en demi-finale, là, Romain Briat, il a 31 ans, 0 sélection. Donc il va partir en tournée, il va revêtir le maillot à 30 piges passées. C'est magnifique. Et je trouve que les tournées, c'est fait pour ça aussi. C'est aller donner de la fierté, faire toucher le maillot bleu à des joueurs qui évidemment auraient pu faire une autre carrière et puis qui sont récompensés parce qu'ils font une magnifique saison, ce qui est son cas. Je trouve que c'est absolument génial aussi. Donc je suis moi aussi très impatient de voir ces matchs. Et puis on a Antoine Frisch, là, le Français qui joue en Irlande, dont on ne sait pas trop ce qu'il vaut parce que finalement il a toujours joué à l'étranger. Mais c'est un Français, il joue au Leinster ou à l'Ulster, je ne sais plus, Leinster, je crois. Munster, je crois. Munster, pardon. Et ça, c'est une curiosité aussi pour moi de le voir. Bon, je ne sais pas à quelle heure ça va être, les matchs, parce que c'est quand même en Argentine, donc ça va être un challenge, ça. Mais on va essayer de répondre présent. En parlant des autres équipes, en fait, c'est des Écossais qui ont gagné le United Rugby Championship contre les Sudaf, les Bulls. Assez drôle aussi parce que tout le monde part en tournée. En fait, on n'est pas les seuls, les Français, qui partent en tournée, mais tout le monde part en tournée. Et de Glasgow, en fait, ils ont 15 mecs qui jouent sur les 15 de Chardon aussi. Donc, on parle beaucoup de Leinster qui sont vraiment l'équipe d'Irlande. En fait, Glasgow, c'est quand même l'équipe de l'Écosse. Mais Thierry, tu ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça 100 minutes américaines ? Écoute, merci, c'est vrai que j'avais... Il faut qu'on reparle de finale NBA parce que tu me semblais très affirmatif sur l'issue de cette finale Dallas-Boston et j'aimerais bien qu'on reparle finalement du score final.
Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Bah, moi, je croyais vraiment en Luka Doncic parce que franchement, je trouvais que c'était le meilleur joueur. Et en fait, écoute, Boston Celtics, bravo, ils avaient le deuxième et troisième meilleur joueur avec Tatum, Jason Tatum and Brown. Franchement, ils ont bien joué comme une vraie équipe de basket et pas juste un ou deux grands joueurs avec des autres role players. C'était quand même sympa à voir. Mine de rien, un peu de moins de suspense qu'on aurait pu penser. Moi, j'ai pensé que ça allait être un truc jusqu'à 7 matchs et finalement, Boston a vraiment gagné au-delà. Ils ont mené 3-0, je crois. Et 3-0, 3-1 et 4-1, quoi, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Ouais, mais je te rejoins Thierry, parce que moi aussi j'étais pour les Mavericks, mais malheureusement ils se sont fait plutôt éteindre, on peut dire. Mais je pense que aussi ce qui a joué dans beaucoup de nos espérances était le chemin plutôt facile entre guillemets que les Celtics ont eu jusqu'au final. Ils ont eu des équipes blessées. Bah après c'est un peu toute l'essence d'être the one seed, c'est le première place à la fin de la saison régulière, mais voilà, et alors que les Mavericks eux ont dû batailler et ont battu 3 favoris sur les trois rounds précédents. Mais voilà, la meilleure équipe de NBA, c'est bel et bien les Celtics, et je pense que même si ça me rend triste, ils le méritent ce titre. Quand je regarde la NBA, je suis comme un vieux qui est content de voir gagner Federer à Wimbledon. J'aime voir gagner les Celtics en NBA, quoi. Les choses sont en place quand les Celtics gagnent, tu vois, parce que c'est la grande tradition avec, encore une fois, je l'ai déjà dit, hein, mais Larry Bird, Dee Brown à l'époque, etc., qui sont des joueurs qui, moi, m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Et j'aime voir que ces équipes sont encore là, ont su se réinventer, se renouveler et venir encore arracher les couronnes. Moi, j'adore. Voilà. Donc, désolé pour les Mavericks, mais et Luka Doncic, qui était un joueur immense, qui avait mené son équipe à, je sais plus, 40 victoires d'affilée avec la Slovénie, quand ils étaient venus se présenter contre l'équipe de France la dernière fois, quand Batum avait fait ce fameux contre qui a fait 4 fois le tour de la Terre, tellement c'était beau, etc., aux Jeux Olympiques. Et ben, Doncic avait pas été là dans le grand match. C'est un immense joueur, mais parfois dans le money time, il n'est pas présent. Et ce coup-là, c'était les Boston Celtics qui lui ont rappelé. Et il ne faut pas oublier aussi que cette semaine, c'est le NBA Draft. Donc, je pense que vous, les chers Français, vous pouvez être intéressés parce que vous risquez d'avoir pas mal de personnes draftées encore. Je pense qu'il y a entre 2 ou 4 Français qui vont partir dans le draft cette année. Donc, à creuser, à suivre la fin de cette semaine. En fait, je voulais partir avec ce dernier mot toujours sur le basket et cette fois-ci sur le basket féminine parce que, comme j'avais dit la dernière fois, il faut faire attention à une certaine joueuse qui s'appelle Caitlin Clark. Et il y avait quelque chose de très intéressant qui se passait cette semaine où en fait, normalement, le WNBA, the Women's NBA, ça joue devant des publics, on va dire, de 3000, 3005. En fait, leur stade, c'est 3005 personnes. Et en fait, là, il y avait tellement de personnes qu'ils ont voulu regarder. En fait, il fallait bouger dans le stade de Atlanta Falcons. Ils avaient 17 000 personnes dans ce stade. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense qu'en rugby, on est en train de vivre quelque chose avec Antoine Dupont, en fait, qui est d'un coup vraiment un star international de rugby. Et je pense qu'on est aussi en train de vivre quelque chose de rugby féminin, qu'on voit de plus en plus de personnes qui vont dans des matchs. Je trouve ça superbe. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que bientôt, il y aura une star de rugby féminin, comme Caitlin Clark est vraiment la star en ce moment, qui va faire basculer en fait, le rugby féminin vraiment sur un autre échelle aussi. Je suis convaincu. Mais c'est beau ces prévisions, Thierry. Toi aussi, tu es un poète. Tu es plein d'espérance. Et s'il y a des filles qui nous écoutent, c'est vrai qu'on les encourage parce qu'on prend maintenant, c'est vrai, beaucoup de plaisir à regarder le rugby féminin, de plus en plus. Et franchement, c'est un grand bonheur. Toujours positif Théo, toujours positif. Arthur, vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup d'être passé ici à Pacte Pot. Merci beaucoup de m'avoir invité, mon cher Thierry, c'est vraiment génial, j'ai adoré, c'est passé très vite. Un épisode un peu plus long, j'ai l'impression cette fois, mais pour moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on a fait 15 minutes de podcast. C'est vraiment super ce que vous faites et pourquoi pas continuer. Ça me donne envie de continuer le mien de mon côté. Vous voyez, jusque maintenant, j'avais pensé arrêter parce que j'avais quand même pas mal de boulot à côté et tout. Mais ça me donne quand même envie de recommencer. Bah, superbe. En tout cas, on t'encourage à le continuer, Arthur, parce que
Tu as la langue bien pendue, comme on dit, hein, et pour faire des podcasts, faut avoir des trucs à dire. Donc, on te félicite. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous. On est toujours content de vous faire des petits clins d'œil dans nos épisodes, et on est vraiment tellement heureux que tu aies ouvert cette aventure du podcast, et surtout que tu aies la passion du rugby et que tu allies ça avec la passion sur le terrain, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Voilà, on t'embrasse et on espère te revoir bientôt. Donc, allez découvrir son podcast qui s'appelle Rugby Insight, notamment sur Spotify. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez mettre des likes et des thumbs up et des pouces et toutes ces bonnes choses sur Pack de Pod aussi. Donc, à très bientôt, les gars. On va parler dans les prochains épisodes de nos, en espérant des victoires. On va voir contre des pays du Sud. Oui, et puis Thierry, on a aussi attribué nos 3 t-shirts, hein, puisqu'on a un Nigel qui est un auditeur d'outre-Manche, donc ça c'est quand même incroyable, qui nous a écrit, qui a eu son t-shirt, un certain Max de Dax également qu'on embrasse, et puis un Steph Beaumont bien connu ici, mais qui a été prompt à nous demander son t-shirt et qui l'aura. Alors peut-être que tous les 3 pourront nous envoyer une photo d'eux en train de faire leur activité préférée avec leur magnifique t-shirt. Ils pourront pas être aussi beaux que nous, Thierry, parce que ça c'est impossible, mais on est sûr qu'ils seront beaux quand même. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut, ciao. Salut tout le monde.